Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Éric Piolle, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Éric Piolle, maire de Grenoble. Je ne dis pas député-maire de Grenoble, c'est impossible d'être député et maire, mais le cumul des mandats, c'est juste une parenthèse que je fais pour commencer. Vous êtes favorable ou pas au cumul des mandats ? Vous aimeriez être député-maire ? Non, je crois que le cumul des mandats, à la fois simultanément et d'ailleurs dans le temps, n'est pas bon. Je pense que maire, 2 mandats, c'est bien. C'est pour ça que j'avais annoncé dès 2040 que je m'arrêtais en 2026. Donc je m'arrêterai en 2026 de ma fonction de maire. Bon, avec des regrets évidemment parce que c'est passionnant, mais je pense que politiquement c'est intéressant de changer. Et ce cumul de parlementaires et de maires ou de présidents de département était une calamité. Donc je ne comprends pas pourquoi le sujet revient sur la table, personne ne le demande. Hein. Vous allez abandonner la politique, Éric Piolle ? Non, j'espère porter ma pierre à la construction d'un édifice collectif qui nous permette aujourd'hui, cet espace humaniste, écologiste, de gagner la confiance des Français. En prenant des responsabilités au sein des écologistes ? Ça peut, effectivement. En étant, je ne sais pas moi, candidat à la présidence de la République, au nom des écologistes. Ça, je l'ai été, et je crois structurellement que la prochaine fois, ça sera beaucoup plus collectif que 2022. D'une part, ça sera beaucoup plus transpartisan, ça sera avec la société civile, et idéalement, pour être un peu en phase avec l'époque, ça serait bien qu'on ait une femme candidate. Mais voilà, je contribuerai à cela. Éric Piolle, transpartisan, c'est un vœu pieux. Il y a du chemin, c'est pas un vœu pieux, c'est le chemin de la victoire pour proposer un projet qui soit enthousiasmant. On est beaucoup sur la défensive, alors que en pratique, nos propositions améliorent la vie des gens. C'est pas juste faire moins pire, c'est améliorer la vie des gens, retrouver un enthousiasme politique qui semble parfois avoir disparu. Bien, parlons de Mayotte. Je reviendrai sur la politique, évidemment. Parlons de Mayotte ravagée, la reconstruction sera longue. Manque d'eau, manque de nourriture. Des efforts sont faits. Hein. L'État fait des efforts, mais il y a cette urgence incroyable. Des dons arrivent de tous les côtés. Est-ce que la ville de Grenoble, l'agglomération grenobloise vont donner à Mayotte pour Mayotte? Il va y avoir sans doute des citoyens qui vont donner après des collectivités. Aucune initiative de la ville ni de Nous avons fait une minute de silence lors du conseil municipal. Je suis frappé moi de cette question. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Donc est-ce qu'il faut qu'il y ait de la solidarité financière entre collectivités? La question se posera. Elle se posera sans doute un peu partout. Ce qui me frappe aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce qui me frappe, c'est à la fois que c'est la plus grande catastrophe naturelle en France depuis un siècle. Depuis un siècle. Il y a eu l'Espagne avec ses plus de 200 morts en 2024. Il y a eu les inondations en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique qui ont fait aussi plus de 200 morts en 2021. Là, c'est majeur. Ça va être des centaines ou des milliers de morts. Et avec une situation sanitaire désastreuse. Peut-être une aide à demander. J'ai vu que les États-Unis proposaient leur aide. Nous avons bien envoyé nos avions pour aider le Portugal lors des incendies cet été. Bien sûr. Peut-être qu'il faut accueillir de l'aide parce que la situation internationale. Quand on est débordé, là, la situation sanitaire sur place, terrible en termes d'eau, en termes de choléra, en termes de maladies, en termes de reconstruction. C'est le signe aussi d'un sous-investissement total de la France dans ce département français. Je le rappelle, un sous-investissement total. Et puis le point majeur, c'est les propos ignobles de M. Retailleau. Alors, qu'a-t-il dit ? La reconstruction ne pourra être faite sans traiter la question migratoire de toute urgence. Est-ce qu'il n'a pas raison ? C'est dingue. C'est la plus grande catastrophe qui touche la France depuis un siècle. Et lui, il dit quoi ? Non, le problème, c'est l'émigration. Il dit la reconstruction pour... on n'en est pas là. On n'en est pas là. S'il y a plus de 40% de la population qui vit dans des abris de fortune, s'il y a les 3/4, nous sommes en France, les 3/4 des habitants de ce département français qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est bien par le sous-investissement de la France. C'est pas le problème migratoire qui fait qu'on manque d'eau. C'est aussi les clandestins, les 100 000 ou 150 000 clandestins qui sont venus. Le recensement est passé de 200 000 en 2012. On a dépassé les 300 000. Ça, c'est bien un recensement de la population française. Cette
il est obnubilé pour moi, et d'ailleurs ça sera un signe politique là de François Bayrou, hein, s'il reconduit M. Retailleau, je ne vois pas la différence en fait idéologique entre M. Retailleau et le Rassemblement national. Si Bruno Retailleau est reconduit au ministère de l'Intérieur, les écologistes voteront la censure. Les députés décideront. Je pense que M. Bayrou, il a fait un début qui est, bon, de l'avis de tout le monde, un peu désastreux. C'est dommage, il rêvait de ce poste depuis des années. Là, il va avoir le temps de se poser. Il va faire ses déclarations de politique générale mi-janvier, donc il a quelques semaines pour se poser et se remettre en selle de façon plus cohérente, avec, pour les écologistes, Marine Tondelier, Guillaume Gontard, Cyrielle Châtelain, l'ont dit hier nos présidents de groupe et notre responsable de parti, avec des lignes claires pour nous. Donc il ne faut pas qu'il s'enferre, qu'il pave lui-même la censure. Et ben évidemment l'abrogation de la réforme des retraites, évidemment quoi qu'il arrive. La taxe, des taxes sur les plus aisés. Évidemment des lancements de politiques environnementales, mais tout cela, le but n'est pas de bordéliser la France, même si la censure du gouvernement Barnier était nécessaire, évidemment. Elle a bordélisé la France. Mais ce qui a bordélisé la France, c'est la dissolution. Oui, ce qui a bordélisé la censure, c'est la conséquence de la dissolution, non? Non. Excusez-moi, mais l'impasse dans laquelle nous sommes, c'est l'impasse du président de la République qui, avec une politique qui est au service des puissances de l'argent, au service des plus riches depuis 2017, en fait, envoie la France dans le mur. Il y a une radicalisation des puissances de l'argent. Et je suis d'ailleurs étonné que François Bayrou ait suivi cela, parce que ce n'est pas son histoire. Avant 2017, il n'était pas sur ces puissances de l'argent. Donc, il a opéré un virage. Ça nous met dans le mur. Faudra voir. Ça nous met dans le mur. Ils se radicalisent de plus en plus. Et donc, ils vont jusqu'au bout du système. Ils ont essayé de danser avec le RN. Ça n'a pas fonctionné. Qu'ils reviennent à juste une logique qui est de dire on ne peut pas envoyer la France dans le mur en continuant juste de protéger les plus aisés. C'est bon pour personne. Un mot encore sur ce qu'a dit Bruno Retailleau. Est-ce que ce n'est pas le bon sens? On ne peut pas reconstruire cette île sans régler la question migratoire. Franchement, ce n'est pas une question de bon sens. C'est le moment. C'est incroyable. En fait, vous avez des milliers de morts. Vous êtes ministre de l'Intérieur, en charge de la situation. Donc il y a des gens, il y a des secours qui arrivent ou qui arrivent peu. Il y a des problèmes de flotte. Même avant, hein, le MEDEF envoyait des bouteilles d'eau là-bas. C'est quand même délirant. Que ce soit les organisations patronales qui disent tiens, on va envoyer des bouteilles d'eau parce que l'État n'est pas capable. Et lui il dit oh attention, en fait c'est les migrants. On en revient à ce que disait il y a 18 mois. Je veux pas le défendre, mais quand même il y a du bon sens dans ce qu'il dit. Non, c'est du pur délire. Pour moi c'est du pur délire. C'est du pur délire. Comme il y a 18 mois. C'est quoi le pur délire dans votre esprit? C'est comme il y a 18 mois, les mots de ce vice-président du conseil départemental de Mayotte qui disait il faudra en tuer quelques-uns pour éviter que les autres viennent. Oui. C'est l'histoire coloniale de la France, Mayotte, 1841, etc. C'est l'histoire coloniale de la France. Il y a un moment, il faut assumer. Il faut assumer. Il faut aussi régler le problème migratoire à Mayotte. Vous êtes d'accord? Non, je refuse de parler de ça. On est en train de parler. Regardez ce qu'a dit Oxfam. Les plus vulnérables, en fait, sont en train de dérouiller. C'est eux qui ont le moins contribué au réchauffement climatique. Et pourtant, c'est les premières victimes. En France comme ailleurs. Et nous, on dit oh là, le problème, c'est les migrants. Non, le problème, en fait, c'est les problèmes climatiques que nous avons générés, nous, et les problèmes aujourd'hui, c'est des problèmes sanitaires majeurs sur la plus grande catastrophe qui ait touché la France depuis un siècle. C'est majeur. François Bayrou était à Pau lundi soir. C'est une erreur politique d'être parti à Pau? Ou pas? En période de crise, tout le monde s'accorde à penser que oui. Vous avez entendu sa défense? On n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Oui, il y a juste une petite hiérarchie dans l'ordre des priorités. Je pense que la France, effectivement, est extrêmement diverse. J'ai fait un tour de France en 2021 lors de ma campagne des primaires. Je continue à voyager partout en France parce que je sens cette aspiration du pays à autre chose. On sent à la fois la colère, mais aussi cette aspiration. Donc, évidemment, la France est partout. Mais je crois évidemment que quand on se voit confier les plus grandes responsabilités dans une période d'extrême crise et de désordre pour le pays, c'est dans cette responsabilité que lui a confiée le président de la République qu'il doit s'investir. Pas de 49.3, pas de censure? Les députés en décideront, ça dépend quelle ligne rouge il va placer.
Mais aujourd'hui, les écologistes ne sont pas dans une logique de bordéliser pour bordéliser. Je crois que le chemin que nous proposons sur les politiques écologistes qui protègent la question sociale, qui protègent les Françaises et les Français, qui protègent notre avenir aussi, et qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour demain, je pense que c'est l'ordre. Et je pense que le désordre, c'est de continuer ce qui foire depuis 30 ans avec cette accélération. Vous défendez l'ordre. Je pense qu'un pays a besoin d'un peu d'ordre et je pense que le culte des puissances de l'argent, c'est le désordre. Bien, Éric Piolle, un mot sur cet appel, parce que c'est rare, rarissime, appel du patronat et des syndicats de salariés qui disent attention maintenant, finalement ils vous rejoignent. Pas de désordre. Maintenant, il nous faut de la stabilité parce que ça pèse sur les entreprises, ça pèse sur les investissements des entreprises, ça pèse sur l'emploi, ça pèse sur les négociations salariales. Ils ont raison. Que leur répondez-vous ? Ils ont raison ? Ils ont raison. Nous disons pareil, nous avec France Urbaine, l'association des maires des grandes villes de France, nous disons depuis la nomination du gouvernement Barnier, le seul truc qui fonctionne encore dans notre pays, c'est effectivement les collectivités et les intercommunalités. Donc au lieu de leur couper les pattes en faisant cette ponction de plusieurs milliards, laissons là, n'accentuons pas la récession et laissons ce qui marche fonctionner. Donc effectivement, nous avons besoin d'un peu de perspective. Et puis le bazar de la Chambre, en fait, va rester. Il y a 3 blocs. Voilà, le bloc du Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, mais le président de la République fait tout sauf la gauche et les écologistes. Donc c'est son premier leitmotiv. Tout sauf la gauche et les écologistes. Du coup, il ne respecte pas l'esprit, pour moi, de la Ve République. Il aurait dû nommer un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Bon, il y a le bazar, qu'il n'aille pas mettre le bazar ailleurs, là où ça fonctionne. Je rappelle que les collectivités locales, c'est les 3/4 des investissements publics. Mais vous êtes arc-bouté sur la réforme des retraites, pardon, mais les retraites coûtent aux Français 330 ou 360 milliards de déficit depuis 2017. 360 milliards de déficit depuis 2017. Donc, il va bien falloir une réforme financière. Tout à fait. Tout à fait. C'est indispensable. Oui, qui passe dans la justice. La réforme qui a été passée là a frappé d'abord les femmes et les personnes qui avaient des carrières à trous. Alors, comment financez-vous ? Il n'y a pas d'autre solution. On en revient. Si le dogme, c'est de dire les cotisations. Nous protégeons. Si le dogme, qui est actuellement le dogme d'Emmanuel Macron, c'est protégeons le capital d'abord. Regardez les inégalités de patrimoine en France, elles se sont accentuées. Oui, mais je vous parle des retraites. Eh ben oui, mais s'il n'y a pas de taxation, s'il n'y a pas de taxation de ce patrimoine, s'il n'y a pas de taxation des transactions financières. À ce moment-là, effectivement, vous vous retrouvez dans une situation qui est intenable. Il reste des hausses de cotisations, on peut discuter. Michael Zemmour avait fait des propositions très intéressantes sur le financement du système, mais il va y avoir une question éthique. Vous croyez que les Français accepteraient des hausses de cotisations ? Et les entreprises ? Je crois que tout le monde sera à la retraite un jour et que tout le monde mesure que les retraites les plus basses sont à des niveaux aujourd'hui qui sont inacceptables. Donc il faut protéger ces retraites les plus basses, quoi qu'il arrive. Oui, on ne peut pas toucher les femmes et les personnes avec des carrières morcelées, ce qui étaient les 2 victimes de la réforme des retraites du système Macron. Je me prépare à une présidentielle anticipée, dit Marine Le Pen. Macron, c'est fini ou presque. Que dites-vous de cette déclaration ? Qu'elle attend, gentiment, effectivement. Enfin, ils sont 2 à attendre, elle et Jean-Luc Mélenchon, oui. Jean-Luc Mélenchon fait un peu plus qu'attendre. Hein. Il porte fortement il porte la démission d'Emmanuel Macron, du président de la République. Vous la demandez ? Non, je ne la demande pas. Je pense que dans une période d'instabilité, il faut amener un peu d'apaisement. Je pense qu'il s'est mis dans le mur lui-même. Donc, de fait, il faut qu'il se replie sur les pouvoirs du président de la République qui sont finalement devraient être limités. Il faut qu'il renforce les pouvoirs du Parlement et qu'il laisse le Parlement trouver des accords sur des textes. C'est compliqué parce qu'il y a 3 espaces politiques à peu près de la même taille. Mais au moins, ça sera un travail parlementaire qui correspondra au choix des Français, le choix que les Français ont fait au mois de juin dernier. Éric Piolle, que disent les commerçants du centre-ville de Grenoble ? Je vous dis ça parce qu'à Bordeaux, reportage ce matin diffusé sur l'antenne de Sud Radio, les commerçants se plaignent à Bordeaux. Ils se plaignent, il y a moins de clients cette année,
nous sommes à quelques jours de Noël. Est-ce qu'à Grenoble, c'est le cas aussi? Est-ce que les commerçants se plaignent? Structurellement, les 2 dernières années ont été difficiles pour les commerçants. Clairement, il y a à la fois les tendances lourdes des achats sur Internet, il y a clairement l'inflation et la capacité à acheter des Français et des Français. L'instabilité politique, l'incertitude. L'incertitude, tout ça n'est pas très bon pour le commerce. Là, il y a du monde en ville. Il y a effectivement beaucoup de monde en ville, mais ceci dit, j'étais à Bordeaux il y a 15 jours, j'ai vu beaucoup de monde également dans le centre de Bordeaux, les rues pleines. Donc les gens sont là, ils achètent pas forcément, de fait. Et il y a aussi sans doute une mutation de l'espace public du centre-ville. C'est ce que fait le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, piétoniser, rendre accessible au transport en commun. Ça rend fou certains commerçants qui sont en colère. Bah si, Éric Piolle, ils sont en colère. Vous savez bien, ils vous le disent, ils viennent manifester même. La réalité, c'est que c'est dans un centre-ville qui est plus agréable pour les piétons, pour les enfants, pour les personnes âgées, que les gens veulent venir. Sinon, si c'est juste pour passer en bagnole et faire leurs achats, ils vont dans un centre commercial de périphérie. Qui a rangé la France et qui continue de ranger la France, il continue de s'en ouvrir. Alors parlons de sécurité et revenons avec Bruno Retailleau qui vous a un peu épinglé il y a quelques semaines en disant je ne comprends pas pourquoi on ne déploie pas plus de caméras de sécurité à Grenoble. C'est ce qu'il vous a dit. Moi, je me souviens. Tout à fait. Il n'a pas répondu à notre courrier. Vous êtes confronté au problème d'insécurité, aux rixes entre bandes rivales, au trafic de stupéfiants dans la rue. Tout à fait. Et qui souffre d'ailleurs de tout cela? Ce sont les habitants des quartiers populaires. Avant tout. En large partie, tout à fait. En large partie. Que répondez-vous? Je lui réponds qu'il faudrait bien de répondre à notre courrier. Nous lui avons demandé des effectifs de police supplémentaires, des effectifs de police judiciaire supplémentaires. Nous avons demandé un choc sur la récidive. Aujourd'hui, plus de 50% de récidive. On passe dans les prisons françaises. En fait, ça génère de nouveaux délinquants, plus durs quand ils sortent que quand ils sont rentrés. Donc notre système global est en échec. Et lui, qui est Premier ministre, qui est en charge de la lutte contre la criminalité, qui est ministre de l'Intérieur, qui est en charge de la lutte contre la criminalité, il dit non, c'est la faute des élus locaux. Bon, c'est du foutage de gueule. Ça sert à quoi? Mais la sécurité, c'est l'affaire des élus locaux et l'affaire de l'État. On est d'accord. Vous êtes aussi co-responsable de l'insécurité. Nous sommes en charge dans un continuum de sécurité. Nous faisons de la prévention. Nous avons des polices municipales pour la tranquillité publique. Nous faisons du lien. Pas armés chez vous. Ils sont armés de pistolets à impulsion électrique, mais pas d'armes létales, effectivement. Et vous n'allez pas changer? Non, je ne vais pas changer. Je pense qu'en tant qu'employeur, c'est ça qui correspond aux missions qui leur sont confiées. Nous travaillons aussi sur le lien police-population. Donc nous faisons ce travail de régulation qui n'est plus fait par la police nationale, non pas parce que les policiers ne veulent pas le faire, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Et ça, depuis 2002. Donc il y a un désinvestissement stratégique depuis Sarkozy. Et embaucher des policiers municipaux, depuis Sarkozy. Bon, on en embauche. En permanence, partout en France, on en embauche. Vous regardez les courbes des polices municipales, partout en France, ça augmente. Pourquoi? Parce que l'État se désengage. Et quand il parle de caméras de vidéosurveillance, en fait, il dit juste on va s'attaquer au menu fretin. C'est le menu fretin, c'est ça. Il y a ces espèces de guerres commerciales entre réseaux de drogue qui font des victimes toujours plus jeunes, toujours plus sur l'espace public, avec une grande violence. C'est un échec complet. Mais c'est un échec que vous partagez. Échec, les élus locaux. Est-ce que les élus locaux doivent partager l'échec avec l'État? Non, pas du tout. Vous êtes responsable en rien de nous la sommes sécurité. Engagés dans la sécurité, mais c'est comme si vous disiez la justice en France foire, il y a des délais trop longs, c'est la faute des élus locaux. C'est pareil. La justice et la sécurité sont des missions régaliennes. C'est comme si vous disiez l'éducation nationale foire, il y a trop d'élèves par classe, c'est la faute des élus locaux. Non, ça n'est pas la faute des élus locaux. Ni à Grenoble, ni à Nice, ni à Toulouse, quelle que soit la couleur politique, nous vivons tous les mêmes choses. Nous vivons tous cette emprise du trafic. Nous avons fait une tribune l'année dernière transpartisane pour dire à l'État, vous vous plantez en matière de santé publique. Plus d'un Français sur deux a déjà fumé du cannabis, plus d'un Français sur 20 pour la a déjà pris. Je le rappelle. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est en situation d'échec sur la santé, sur la sécurité, sur les moyens de notre police, sur l'image de la République. On est en échec global. Donc, il y a un moment, quand on se plante depuis 20 ans sur la même façon, on ne peut pas se dire, tiens, on va continuer à faire pareil. Donc, il faudrait effectivement un changement de tactique. Et la légalisation peut être un moyen, ça n'est pas la panacée, il n'y a pas de solution miracle, mais peut être un moyen d'aborder frontalement le problème et de traiter aussi les questions de santé publique. Vous dites la sécurité ne peut pas se faire au détriment de notre liberté. C'est-à-dire?
Oui, de fait, c'est que cette volonté... Cette volonté de vouloir, là c'est plus des questions d'intelligence artificielle, les débats sur la reconnaissance faciale, tout ça. Contre tout cela. Je pense qu'une société où vous allez être fliqué, vous, Monsieur Bourdin, vous traversez en dehors des clous, on dira pourquoi c'est pas autorisé, on peut vous reconnaître, pourquoi est-ce qu'on vous verbaliserait pas là? Et puis on se dit derrière, on parle de sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité majeure, elle est en fait dans l'espace privé. 200 000 viols, c'est la question de l'inceste. Donc si on vous dit, tiens, il faut mettre des caméras dans l'espace public parce que finalement nous cherchons à juguler le trafic de drogue par ça, ce qui me semble totalement délirant comme raisonnement, mais pourquoi pas? Si nous abordons les questions de sécurité, on dit pourquoi pas en fait vous filmez chez vous. Et puis comme ça, si vous dites le même discours qui est de dire si vous êtes innocent, vous ne craignez rien, vous pourrez dire aussi chez vous, tant que je suis innocent, je crains rien. Et puis jamais il y a une accusation, on pourra vérifier si l'accusation est fondée ou pas. Nous avons un problème donc, là plus philosophique. De sécurité, plus de moyens sécuritaires. Ça passe par l'humain. Ça passe par l'humain. Par l'humain. Sinon, c'est attentatoire à notre liberté. La démarche, vous savez, en 2014, quand j'ai été élu, je disais, en Chine, il y a déjà la reconnaissance faciale, nous y viendrons naturellement si nous prenons cette pente. On me dit, mais non, impossible, en France, nanana, nanana, nanana. Bon, depuis, il y a eu l'expérimentation au Carnaval de Nice, il y a eu la petite expérimentation aux Jeux Olympiques, on dit, tiens, on va prolonger l'expérimentation, et puis nous allons glisser gentiment vers cette reconnaissance faciale, avec quelle cible, là aussi? Qui on va cibler dans cette reconnaissance faciale? Est-ce que c'est vous quand vous jetez votre mégot? Moi, j'arrête des gens en permanence dans la rue. Ils jettent leur mégot, 68 €, ça fait normalement la verbalisation. J'en arrête. Donc on vous verbalisera automatiquement? C'est cette société-là dont nous voulons aujourd'hui? Je pense que nous manquons d'humains, nous manquons de liens police-population. Si les policiers ont perdu le sens de leur travail, pour beaucoup, je discute beaucoup avec plein de policiers à Grenoble comme ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'humains. Or, la police, c'est les gardiens de la paix et les forces de l'ordre, en plus d'être un corps constitué. Et donc, il faut remettre de l'humain. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait une société. C'est l'humain. C'est le fait qu'on se regarde, nous, dans les yeux, et que je vois votre langage du corps me parle. C'est comme ça que nous avançons. Et le crime organisé aujourd'hui, l'État est en faillite sur le crime organisé. Voilà. Et nous demandons un plan majeur qui passe aussi par cette lutte contre la récidive. Cette lutte contre la récidive, pour moi, c'est le symbole, ça devrait être le symbole du fait qu'on veut améliorer les choses. Pas juste punir pour punir, et puis après, derrière, on a 2 fois plus de problèmes derrière. Bien, merci Éric Piolle d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger est là pour vous, après les infos de 9h.